Bonjour à tous, c'est l'heure de vous informer sur RTI 1. Face à la question de l'urbanisation rapide, l'Organisation des Nations Unies pour l'Habitat veut donner un coup de pouce au gouvernement. Mardi, le directeur du Bureau régional pour l'Afrique, Oumar Silla, a été reçu en audience par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Comment ONU Habitat pourra apporter son appui technique à la Côte d'Ivoire? La réponse dans cette édition. Le projet de loi portant politique nationale d'endettement et de gestion de la dette publique a été adopté mardi à l'Assemblée nationale. Désormais, les députés pourront donner leur accord sur le plafond du financement de l'État pour une année donnée. Et puis au Togo, l'Assemblée nationale a voté dans la nuit de lundi à mardi un projet de révision constitutionnelle. Il consacre un régime parlementaire. Le nouveau texte a été plébiscité à 89 voix, une abstention et une contre. La nouvelle constitution introduit également un poste de président du Conseil des ministres. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Le directeur du Bureau régional pour l'Afrique de l'ONU Habitat est à Abidjan. Oumar Silla a rencontré hier mardi le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Au chef du gouvernement, il a exprimé la volonté de son institution à soutenir la Côte d'Ivoire pour une meilleure planification de son urbanisation. Le point de la rencontre avec Alexis Ouedraogo. Oumar Silla, directeur du Bureau régional pour l'Afrique de l'ONU Habitat, et le chef du gouvernement ont échangé sur le logement, la planification urbaine et plus globalement l'urbanisation de la Côte d'Ivoire. On a des projets qui sont en cours. On a un projet sur le Grand Abidjan qui regarde la question d'accès à l'emploi des populations vulnérables, des populations hautes, les migrants aussi. Parce qu'aussi on a une dimension inclusive et intégrée de la question. Et on a un grand projet sur les villes côtières qui va démarrer au mois de juin, qui couvre le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui est un financement de 14 millions de dollars des fonds d'adaptation, qui nous permettront de repenser, si vous voulez bien, la planification des villes côtières qui font face aux défis du changement climatique. Le directeur du Bureau régional pour l'Afrique de l'ONU Habitat préconise une collaboration qui portera notamment sur une bonne planification urbaine et la gestion efficace et intelligente des déchets pour en faire une économie circulaire. Cela permettra de créer des emplois et de résorber les quartiers précaires. Toujours au chapitre du chef du gouvernement, les 20 000 bénévoles et 10 000 volontaires de la CAN 2023 ont été honorés par le Premier ministre. Au Palais des Sports de Treichville, Robert Begré-Mambé a souhaité qu'ils soient prioritaires pour tous les projets d'insertion qui seront initiés par le gouvernement. On retrouve encore une fois Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire célèbre les héros de l'ombre de la CAN 2023. Les commandos de l'organisation, 20 000 bénévoles et 10 000 volontaires, mobilisés pour le succès de ces grands messes du football africain. Ce mardi, au Palais des Sports de Treichville, le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre Robert Begré-Mambé, est venu tout simplement dire merci à ces éléphants volontaires. Quand nous avons parlé du programme volontaire, programme bénévole, beaucoup de nos frères et sœurs étaient sceptiques. Quels sont ceux qui ont été les acteurs principaux de la réussite de la CAN 2023 qui s'est déroulée en janvier-février 2024? C'est vous les volontaires, c'est vous les bénévoles. Pour le ministre de la Jeunesse, 1,2 milliard de francs CFA ont été débloqués pour accompagner ce processus avec l'appui de partenaires techniques et financiers. L'une des actions fortes qui a été une plus-value dans cette CAN a été la sensibilisation pour le fair play. Oui, je me souviens que lorsque nous avons perdu contre la Guinée équatoriale, lorsque nos joueurs avaient des difficultés pour quitter le stade devant la colère des supporters, ce sont les volontaires qui ont sécurisé les joueurs, qui ont encadré les joueurs, qui ont accompagné les joueurs. Je voudrais ici leur dire merci. Merci pour ce qui a été fait. Mais après tous ces bons points, que deviennent ces jeunes? Comment est-ce que nous allons capitaliser tout cela? Le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, avait déjà anticipé. En 2023, en pleine année de la jeunesse, le chef de l'État a signé un décret créant le corps des bénévoles
et des volontaires dans notre pays. Donc la première des choses, c'est que tous ces jeunes seront reversés dans le corps des bénévoles et des volontaires pour qu'ils puissent continuer leur mission, Et à cet effet, en lien avec mes autres collègues, membres du gouvernement, nous allons vous proposer dans les prochains jours un programme national des bénévoles et des volontaires. L'une des réformes sur la politique d'insertion cette année, que nous allons présenter dans quelques jours à l'occasion de l'an 2 du PJGouv, c'est de faire en sorte que les bénévoles et les volontaires soient dorénavant priorisés dans toutes les politiques d'insertion dans notre pays. Quand le Premier ministre se tient debout pour s'adresser à cette jeunesse, ses mots sont reconnaissance au président de la République et gratitude pour eux. J'ai vu sur tous les stades l'intelligence, le sérieux et le professionnalisme des bénévoles et des volontaires. Ce matin, c'est vous, les debout. Je suis venu ce matin vous dire, au nom du président de la République, le président Alassane Ouattara, votre père et votre grand-père, que nous sommes fiers de vous. C'est pas un, c'est pas deux, on est beaucoup, on est tous autour de vous, on est debout. La célébration a pris fin avec la présentation de dames coupes aux volontaires et bénévoles qui auront donné les belles couleurs de la canne de l'hospitalité. Autre titre de cette édition, direction l'Assemblée nationale avec l'adoption du projet de loi portant politique nationale de l'endettement et de la gestion de la dette publique. Le projet a été défendu mardi par le ministre des Finances et du Budget devant la Commission des Affaires économiques et financières. Selon Adama Coulibaly, le texte prévoit d'apporter un meilleur encadrement dans la stratégie de gestion de la dette. Une séance suivie par Moussa Konaté. L'État de Côte d'Ivoire se dote d'un texte pour mieux encadrer sa stratégie de l'endettement et de la dette publique. Le ministre des Finances et du Budget est devant les députés pour expliquer le projet de loi portant politique nationale d'endettement et de la gestion de la dette publique. L'adoption d'un texte unique couvrant l'ensemble des aspects liés à la politique d'endettement, à la stratégie de gestion de la dette, à la gouvernance et à l'évaluation de la politique d'endettement est apparu nécessaire. Le présent projet de loi s'inscrit dans cette perspective et vise à permettre à l'État de 1. Satisfaire ses besoins de financement et ses obligations de paiement à moindre coût en tenant compte des limites imposées par le seuil d'endettement fixé dans le document de stratégie de la dette. 2. Limiter les risques liés à l'instabilité des marchés financiers et à la volatilité des taux de change. 3. Contribuer à la viabilité de la dette publique et à la soutenabilité des finances publiques. Et 4. Faire de la politique d'endettement un véritable outil de développement. Le projet de loi définit donc un cadre juridique et institutionnel de la dette publique. Le texte comprend 61 articles. Il est adopté par la majorité des députés présents. Désormais, avec cette loi, toute la documentation nécessaire concernant les emprunts vont accompagner en fait, la loi de finances. Donc en votant la loi de finances, les députés vont donner en fait leur accord sur le plafond de financement de l'État pour une année donnée. Maintenant, il faut peut-être expliquer aussi que la loi, comme vous le savez, elle a une portée générale. Il y a des décrets d'application qui seront donc élaborés pour l'application de certaines dispositions de cette loi. Donc nous sommes satisfaits des échanges que nous avons eus avec les honorables députés. Selon les indicateurs, la dette publique de la Côte d'Ivoire est évaluée à 56,8% du PIB en 2022. Le seuil d'endettement dans l'espace UEMOA étant de 70%. Le pays a enregistré un taux de croissance de 6,7% en décembre 2022. La SFI, la Société financière internationale, veut renforcer ses opérations en Côte d'Ivoire. Son vice-président Sergio Pimenta a rencontré la ministre de l'économie, du plan et du développement. Avec Nialé Kaba, les échanges ont porté sur l'accompagnement de la mise en œuvre du PND 2021-2025. Le compte rendu de Juliette Ouéa.
La Société financière internationale, filiale du groupe Banque mondiale dédiée au secteur privé, réitère son engagement à accompagner la Côte d'Ivoire. Sergio Pimenta, son vice-président, a échangé avec la ministre de l'économie, du plan et du développement, Nialé Kaba. La SFI veut accroître ses interventions dans les secteurs clés, dont l'agriculture. Nous avons des opérations en forte croissance. Nous pensons que cette année fiscale, nous allons pouvoir doubler nos opérations en Côte d'Ivoire et faire 400 millions de financements. Et ces financements vont être particulièrement destinés au soutien du secteur agricole, du secteur vivrier, des petites et moyennes entreprises, mais également de l'accès à l'énergie et d'autres secteurs importants. Nous avons également discuté ou parlé des sujets de partenariat public-privé. La ministre de l'économie, du plan et du développement, Nialé Kaba, de son côté, a remercié l'institution financière pour les appuis multiformes et projets d'envergure. Je voudrais donc remercier sincèrement le groupe de la SFI pour cette présence en Côte d'Ivoire qui va permettre de faire l'état des lieux avec les partenaires d'intervention, mais également avec l'État sur les PPP, de façon à accroître davantage l'intervention de la SFI en Côte d'Ivoire. La Société financière internationale aide la Côte d'Ivoire à renforcer la contribution du secteur privé à l'économie. La SFI va également accompagner la Côte d'Ivoire dans le domaine de la santé. Un accompagnement dans la mise en œuvre des projets de développement des services d'imagerie médicale et de laboratoires en partenariat public-privé. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba, a procédé lundi dernier à Abidjan au lancement officiel du démarrage des activités de l'institution financière mondiale en tant que conseiller du projet. Désiré Niamou, Jean-Marc Djadji. La Côte d'Ivoire enregistre 245 laboratoires publics en 2021 et 10% des districts sanitaires du pays ne disposent pas de laboratoire d'analyse de biologie médicale selon les chiffres officiels du ministère de la Santé. Une situation qui interpelle les acteurs de la santé publique et privée. Des projets de développement des services d'imagerie médicale et des laboratoires sont donc lancés pour remédier à cette carence. L'IFC, en français Société financière internationale, se réjouit d'accompagner le gouvernement dans la réalisation de son objectif d'améliorer l'accès aux services de diagnostic adéquats afin de fournir des soins de qualité et accessibles aux populations, notamment en ayant recours au secteur privé pour renforcer l'offre de services d'imagerie médicale et de laboratoires dans une démarche efficiente aux côtés de l'État. Pierre Dimba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, soutient cette initiative, celle d'améliorer la qualité des soins de santé de la population. C'est dans cette optique que nous nous engageons à mettre en place ce projet donc, dans les pôles d'excellence régionaux que sont donc Abengourou et Abidjan pour garantir une couverture maladie universelle pour tous nos citoyens. La couverture de ces deux pôles régionaux d'excellence de santé implique la construction et la rénovation de 14 laboratoires d'établissements sanitaires publics. Le projet de développement des services d'imagerie médicale et de laboratoire intervient après la signature de l'accord de service entre le ministère ivoirien de la Santé et la Société financière internationale, acté depuis le 1er février 2024. Et sur un autre plan, les académies nationales des sciences d'Afrique de l'Ouest ont décidé de former un réseau. Le nouvel instrument qui va jouer le rôle de conseiller scientifique est né de la volonté de la CEDEAO de promouvoir les technologies et les produits de l'innovation dans son espace. À Abuja, au Nigeria, la Côte d'Ivoire qui participe à la rencontre est représentée par l'ASCAD. Didier Nguessan est notre envoyé spécial. Une académie des sciences est une société savante constituée d'intellectuels de toutes les disciplines travaillant au développement de la société. Les académies nationales des sciences de la CEDEAO se constituent en réseau. Objectif, créer un cadre de collaboration afin de promouvoir les sciences, la technologie et l'innovation. C'est important de mutualiser les efforts en matière de recherche, d'enseignement supérieur. On pourra attribuer aux uns et aux autres selon les spécialités qui sont en leur sein. Voilà, et ça permet effectivement
de mieux gérer les ressources qui sont limitées. Chacun dans son pays, certainement, mène des efforts louables, mais l'ensemble de ces génies, au niveau d'un pays, au niveau de notre continent qui a tellement de problèmes, ne peut qu'engendrer quelque chose qui contribue au bien-être de nos populations. C'est en étant ensemble qu'on peut être plus fort. Des défis qui s'imposent à nos pays où on a besoin non seulement des ressources humaines bien formées, compétentes, mais également des moyens financiers importants pour le développement et la promotion de la recherche dans la sous-région. La CEDEAO, à l'initiative du réseau, renforce ainsi la gouvernance des institutions de recherche et compte s'appuyer sur ce nouvel instrument comme un conseil scientifique. La création du réseau ouest-africain des académies nationales des sciences est non seulement un cadre de raffermissement de la coopération régionale dans le secteur de la science et la technologie, mais aussi une source de mutualisation des connaissances scientifiques en vue de répondre aux besoins des attentes de nos États à travers des conseils avisés. En projet depuis 2018, le réseau des académies nationales des sciences de la CEDEAO est une des recommandations du Conseil des ministres en charge des technologies et de l'innovation, tenu la même année à Cotonou, au Bénin. Direction le nord du pays avec la ville de Ouangolo, en Côte d'Ivoire, qui est confrontée depuis le mois de juillet dernier à une pénurie d'eau. Une rupture de la digue est à la base de la situation. Et pour un retour à la normale, l'État de Côte d'Ivoire a dégagé une enveloppe de près de 2 milliards de francs CFA. L'éclairage de Kader Sogodogo. Ouangolo-Dougou, la ville aux deux frontières. L'eau a cessé de couler dans les robinets depuis le 23 juillet 2023 suite à une rupture de la digue de retenue d'eau. Une situation qui a amené le gouvernement à réagir. Le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, à travers l'Office national de l'eau potable, ONEP, a investi le terrain. Dans un premier temps, la fourniture de l'eau est assurée depuis Fekese-Dougou par des camions-citernes. Pour un retour à la normale, des forages sont en cours de finition, 8 au total. D'autres travaux sont également en cours. L'État a mis la main dans la poche, 1,5 milliard de francs CFA. C'est pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux que le directeur général de l'ONEP est en mission de terrain à Ouangolo-Dougou. Nous sommes sortis un peu de la période la plus difficile et que la situation va aller en s'améliorant pour permettre aux frères et sœurs qui vont observer le ramadan d'avoir de l'eau dans leur robinet. Des résultats sont déjà visibles, mais la solidarité reste de mise. Moi j'ai eu, mais j'ai pris Dieu pour que les autres puissent avoir aussi comme moi. On est très contents. Le premier magistrat et le préfet de Ouangolo-Dougou sont satisfaits des efforts consentis pour le bien-être des populations. Du travail était déjà fait. Les premiers gouttements ont déjà commencé à venir dans les ménages. Je demande vraiment l'indulgence de toute la population. J'ai bon espoir que dans les heures qui suivent, de nombreux ménages pourront recevoir à nouveau l'eau. Nous voudrions vraiment à ce stade-là saluer le gouvernement pour tout ce qui a été fait pour nos populations. Au terme de la mission de terrain de Ibrahima Berté, directeur général de l'ONEP, le constat est net. La pénurie d'eau dans quelques semaines à Ouangolo-Dougou sera un lointain souvenir. La mission a également visité Kong. L'objectif n'a pas changé, améliorer la desserte en eau potable. On reste dans le nord du pays avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, qui poursuit ses actions au profit de l'insertion des jeunes diplômés à l'université de Korogo. Elle a initié un panel sur la problématique de l'entrepreneuriat. La conférence des entrepreneurs, c'est l'intitulé de l'activité suivie par Siekwasi dans un commentaire de Jean-Marc Djadji. Comment devenir entrepreneur avec un modeste financement? Une question épineuse à laquelle répond une équipe d'experts de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI. Ces spécialistes partagent leurs expériences avec les étudiants de l'université Péléfrogon Koulibaly de Korogo. On a tendance à penser qu'il n'y a que les grandes entreprises, les gens d'Abidjan, les gens qui ont de l'argent qui peuvent entreprendre. L'objet, c'était vraiment de décentraliser la connaissance
pour que les gens de Korogo puissent entreprendre et se focaliser sur l'avenir de la zone agro-pastorale et essayer de développer avec les compétences locales. Cette conférence pour les jeunes entrepreneurs sonne comme une opportunité. Quand on a un projet, il faut aller jusqu'au bout. Parce qu'on ne paie rien à essayer. Au contraire, on paie tout lorsqu'on ne sait pas. Moi, je veux bien être libre financièrement. Je trouve que c'est l'entrepreneuriat qui est la solution. Actuellement, je travaille avec un grand frère qui a une entreprise et lui, il me coach afin que je puisse créer mon entreprise également. Les dirigeants de l'université s'engagent à pérenniser cette collaboration. Nous sommes un peu à l'affût de toutes les activités qui permettent de recenser le maximum d'informations pour que les jeunes choisissent clairement qu'est-ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils veulent embrasser le monde de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire s'auto-employer? Est-ce qu'ils veulent un emploi salarié? Nous allons maintenir le contact pour que cette collaboration soit renforcée et qu'il y ait l'accompagnement. On ne peut réussir qu'en partenariat. Le hall des stages est l'événement similaire prévu en mai prochain. Plus de 2000 étudiants sont attendus à l'université Pélé-Forogon Coulibaly de Korogo. La 5e édition de la conférence des femmes leaders qui émergent s'est tenue ici à Abidjan. En toile de fond, il s'agissait pour les organisateurs de donner aux femmes et aux jeunes filles les outils nécessaires à leur autonomie. Une rencontre meublée de panels, nous rapporte Godefroy Okambawa. Elles étaient en première ligne à cette 5e édition de l'Emerging Women Leaders Conference, la conférence des femmes leaders émergentes. La ministre secrétaire générale de la présidence, Masséré Touré, les ambassadeurs des États-Unis et de la Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire et la représentante résidente de la CEDEAO. Des femmes modèles dans leur secteur venues partager leur expérience avec le jeune public autour du thème « Les femmes au service de la nation ». C'est une initiative à saluer parce que ça donne l'opportunité à des jeunes femmes que je suis de présenter leurs projets et surtout devant des personnes ou des personnalités qui ont la possibilité de nous coacher, de nous accompagner et surtout de nous permettre de réaliser nos rêves. On peut voir de la première édition aujourd'hui une montée en croissance, non seulement en termes d'employés, en termes de chiffre d'affaires, en termes de production. On voit comment elles ont pu bénéficier non seulement des séances de formation, mais de l'appui financier que le Emerging Women Leaders a pu leur apporter au fil des ans. Elles ont l'opportunité de rencontrer des personnes qu'elles n'auraient pas forcément eu l'opportunité de rencontrer, de poser des questions, de networker. Et vraiment, c'est une expérience qui est très enrichissante pour toutes les participantes. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant est bien représenté à ce rendez-vous qui œuvre au rayonnement de la gente féminine. Au nom de la ministre Nassénéba Touré, le directeur de cabinet encourage l'initiative et galvanise les jeunes filles. Cette rencontre se présente comme une opportunité pour mobiliser l'ensemble des partenaires, les acteurs et actrices de premier rang pour motiver et soutenir les femmes à s'inscrire résolument dans les initiatives innovantes en faveur de leur autonomisation. La vision du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, que nous partageons, prône une représentation équitable femmes-hommes dans toutes les instances décisionnelles de notre nation. La conférence des femmes leaders émergentes, c'est aussi un volet consacré au financement des projets féminins novateurs. Après avoir vendu les mérites de leurs projets devant un jury, ces entrepreneurs bénéficieront d'un financement de plus de 2 millions de francs CFA. On parle maintenant de religion chez les fidèles chrétiens. La célébration de la fête des Rameaux annonce la Semaine Sainte, dernière étape du carême, un cheminement spirituel intense où les fidèles commémorent les moments cruciaux de la vie de Jésus. Ils commémorent son entrée à Jérusalem jusqu'à sa crucifixion et sa résurrection. Une semaine marquée par plusieurs des célébrations liturgiques, symboliques qui se tiennent dans toutes les églises catholiques. Le commentaire de Marie-Chantal Akandan. La Semaine Sainte, ultime étape du carême chrétien, représente un temps de méditation profonde et de commémoration des événements essentiels de la vie terrestre de Jésus, incluant sa passion, sa mort et sa résurrection. Chaque jour de cette semaine est marqué par des célébrations liturgiques, riches en symboles et en rituels, empreintes de solennité et de dévotion, invitant les fidèles chrétiens à vivre ces moments avec une intensité spirituelle accrue. Parmi ces célébrations, la messe chrismale, observée dans de nombreuses églises, est un temps fort où les huiles et les saints crèmes sont bénies, préparant ainsi les fidèles aux jours à venir. Les 3 derniers jours de la semaine, jeudi, vendredi et samedi, marquent
Triduum Pascal, une période intense de réflexion sur les événements cruciaux de la foi chrétienne. Le jeudi saint, la Sainte Seine est célébrée, évoquant le dernier repas de Jésus avec ses disciples, marqué par l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce, ainsi que par le geste d'humilité, du lavement des pieds appelant à servir les autres avec amour. Le vendredi saint, jour du chemin de croix et de la passion du Christ, invite à une méditation silencieuse sur les souffrances endurées par Jésus, culminant avec la vénération de la croix. Le samedi saint est une journée de silence, de méditation et d'attente, jusqu'à la grande veillée pascale, où la lumière du Christ jaillit des ténèbres, représentée par le feu allumé sur la grande bougie et le chant du Gloria, annonçant ainsi la joie de Pâques. La Semaine Sainte offre aux fidèles catholiques l'opportunité de se rapprocher davantage du Christ à travers les sacrements de réconciliation, renouvelant ainsi leur engagement envers leur foi. Enfin, le dimanche de Pâques, jour de la résurrection, est un moment de grande jubilation et d'espérance, symbolisant la victoire sur le péché et la mort. Ces temps forts de la Semaine Sainte permettent aux fidèles de se reconnecter profondément au mystère pascal et de raviver leur engagement envers leur foi chrétienne. Un rappel signé Marie-Chantal Agnadan. Le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, Epiphane Zorobalo, soulage les religieux de la région de la Marawi. Pour le carême et les jeunes, il a offert des vivres aux paroisses et mosquées de la localité, une façon pour lui de marquer sa solidarité en cette période de dévotion et de piété. Kader Sogodogo. Des tonnes de vivres composés entre autres de riz, sucre, huile, pâtes alimentaires et lait. C'est le don de Epiphane Zorobalo aux chrétiens catholiques, célestes et aux musulmans de la Marawi, dont il est le président du conseil régional. Il se veut solidaire de ces religieux qui sont en pleine période de carême et de jeûne. Bien entendu, le geste est jugé salutaire par les bénéficiaires. Que vraiment l'Éternel Dieu là-bas accepte ces dons et que vraiment soutienne ses enfants et que ça soit vraiment utile et que tous les prières puissent porter. Si le président arrive à faire un grand geste comme ce geste-là, vraiment le remercie infiniment qu'Allah subhanahu wa ta'ala met ses actes au centuple. Nous sommes très touchés par cette marque d'attention et de compassion à l'endroit de tous ceux qui sont dans la nécessité. Que Dieu, qui est riche en grâce et en bénédiction, ne cesse de vous bénir et de vous fortifier. Accompagner les religions reste une priorité pour le Conseil régional de la Marawi. Le représentant du président n'a pas manqué d'inviter les uns et les autres à la prière. L'esprit du jeûne, c'est d'apporter son concours aux plus démunis. C'est vous qui êtes les personnes les plus indiquées pour savoir que dans vos mosquées, dans vos églises, il y a des démunis. C'est pour ça que chaque fois, ça vous met en avant. Donc, cette séance, c'est juste un don symbolique. Le Conseil régional de la Marawi entend initier dans les jours à venir des ruptures collectives, toujours dans le même élan, la solidarité. Le CNTIG, le Centre national de télédétection et d'information géographique, à travers son directeur général, se tient aux côtés des religieux. Les communautés chrétiennes et musulmanes ont en effet reçu des kits alimentaires et des numéraires. Le reportage de Grace Kando. Le Comité national de télédétection et d'information géographique, à travers son directeur général, se montre solidaire des communautés chrétiennes et musulmanes du CNTG en cette période de jeûne et de carême. Dr Edouard Fongboyi vient de leur offrir des kits alimentaires et des dons en numéraire. Une action saluée par les bénéficiaires. Le directeur général, au travers de cette cérémonie de remise de dons, montre encore une fois de plus son attachement au bien-être physique, émotionnel et même spirituel des personnes. C'est un geste d'amour, de considération et surtout de générosité à notre égard. Vous faites sienne cet adage qui dit que c'est vraiment le partage. Les communautés musulmanes et chrétiennes saisissent cette opportunité pour rendre un hommage au directeur général du CNTG pour ses actions menées pour l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel du CNTG.
Dans l'actualité hors de chez nous, le Togo a une nouvelle constitution. Elle va faire passer le pays à la 5e République, d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Le texte proposé par un groupe de députés en majorité issus du parti Unir au pouvoir a été adopté dans la nuit de lundi à mardi à 89 voix pour, une contre et une abstention. Il a été voté à moins d'un mois des prochaines élections législatives et alors que le mandat des députés arrivait à échéance fin décembre. La nouvelle constitution doit être promulguée dans les 15 jours qui suivent son adoption. Elle remplace le texte actuellement en vigueur, adopté par référendum en 1992 et modifié depuis à 3 reprises. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information préparée par l'ensemble de la rédaction de RTI 1. Merci d'être avec nous et retrouvez ce journal en replay sur nos plateformes digitales.